on peut savoir alors en quelle année on a commencé. Oui, mais c'est 77, hein. C'est en 77 que j'étais en réto. C'est ça, c'est l'année où tu étais en réto. On s'est connus en 5e. 76, oui. 76, 77. On s'était fait un projet. On s'était dit, allez, on va faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Et heureusement que tu étais là chaque année d'ailleurs, parce que tu venais gentiment me rappeler, est-ce que ce ne serait pas tout doucement le moment de relancer le concours pour cette année-ci? J'avais besoin de toi. Moi, j'ai toujours trouvé saugrenu que les études secondaires portent le nom d'humanité, sans qu'il n'y soit d'aucune manière question d'art, de manière générale. On faisait de la géographie, du calcul, des langues, du latin, bien sûr, très important, mais de formation artistique, très peu. Un cours d'initiation musicale en première année d'humanité, et puis complètement oublié. Une classe de 3e, comme on appelait à l'époque, 4e, avait un cours de formation artistique qui était donné par l'abbé Sternon. Puis quand l'abbé Sternon a disparu, retraité, ce cours m'est arrivé à moi. Mais il y avait une seule classe sur l'ensemble des classes de l'Institut qui avait ce cours de formation artistique, que j'ai d'ailleurs transformé progressivement en un cours de formation artistique large. J'y mettais de la peinture, de la musique, de la sculpture. Bon, c'est tout ce qu'il y avait. Ben, alors j'ai eu la chance, une année, d'avoir dans ma classe un élève qui était sensible au même problème. Cet élève-là s'appelait Pierre Landenbos, et il m'a dit un jour, c'est bien, est-ce qu'on ne pourrait pas créer une activité qui permette aux élèves qui ont des talents musicaux variés de les exprimer à travers une activité qui serait prise en charge par l'Institut. Je dis, Pierre, c'est une excellente idée, on va y penser. Et il se fait que l'année suivante, moi j'avais déjà sans doute peut-être un peu oublié ça, hein, l'année suivante, tu es revenu à la charge. Oui, parce que j'étais en recto, voilà. C'était le moment où jamais. Oui. Créer un lieu où l'art, et en particulier la musique en l'occurrence, pouvait s'exprimer. Donc, présence musicale. Ah, c'est des petites auditions qui se passaient le vendredi? Oui, en tout cas une fois par semaine, et en regroupant des élèves qui pratiquaient plus ou moins la même activité. Hein. Et donc ça permettait déjà d'avoir vraiment une présence, voilà. Parce que ça veut dire que toutes les semaines, il y avait un petit concert. Auquel étaient invités tous les élèves qui le voulaient, pas seulement bien sûr les élèves concernés directement, mais voilà, c'était un petit spectacle, une petite activité musicale qui se faisait pendant le temps de midi. Voilà. Et voilà, regarde un peu toi. Tout un petit ensemble encore. Mais vraiment, j'aimerais bien que la chorale dont je fais partie maintenant témoigne d'une pareille attention quand on voit les regards. Ça, c'est l'avantage des professeurs, non? Des choristes, tous rivés vers celui qui dirige. Ouais. Mais il y avait beaucoup de talent hein, dans tout ça. C'était vraiment des gens... C'était chouette de voir leur envie aussi de présenter quelque chose de bien. Ils ne venaient pas là faisant n'importe quoi. Marc Pirenne avait fait en 82 la musique par ordinaire. Ah oui. Et là, quand on voit l'engin, c'était... Ah oui, là, c'est antédiluvien. Antédiluvien. 82. Ah ben, il y a Fabien de Crise, hein, qui est devenu quand même une grosse pointure du monde du jazz aujourd'hui. Hein. Donc voilà, déjà ici Jean-Luc Plouvier. Hein. Jean-Luc Plouvier, ça c'est évidemment aussi un des tout grands acteurs de l'activité en question. Voilà, Pierre, hein, la cheville ouvrière de l'activité présence musicale, sans qui l'activité en question, je suis presque certain, n'aurait pas existé. Voilà, revoilà Bernard Plouvier. Ce qui était vraiment chouette avec ces musiciens-là, c'est qu'ils étaient aussi bons dans le classique
que lorsqu'il s'agissait au contraire de musique plus moderne, il y avait une ouverture comme ça qui était déjà tout à fait intéressante. Pascale Defraigne, qui s'est orientée alors vers toute autre chose, hein, puisqu'elle est maintenant à l'Observatoire Royal de Belgique, mais c'était aussi une excellente musicienne. Hein. Voilà, Marie-Sophie Talbot, là aussi, c'est devenu quelqu'un de connu hein, dans le monde musical. Très créatrice aussi, tout à fait, très imaginative, très originale dans ce qu'elle faisait, excellente à la fois dans son instrument qui était le piano hein, surtout, mais aussi dans tout ce qui est la musique chorale. Elle a été une directrice de chœur vraiment originale et inventive. Et bien ça fait du beau monde tout ça. On ne parlera pas de Jean-Marie Pionnet et de Frédéric Lemos, évidemment. Dans leur numéro unique de la super fête de la musique. Il est là, il est audible, si tu veux, on le passera tout à l'heure. Au cours du mois de mai, on organisait la fête de la musique. Ah, c'était le couronnement de l'activité en question, où on retrouvait alors tous les élèves qui s'étaient illustrés dans ces petits concerts du midi. Voilà. Et c'était leur soirée récompense, en quelque sorte. On sélectionnait ce qui nous paraissait... Enfin, c'était un jury, il y avait des élèves et des professeurs aussi. Oui. C'était pas dictatorial, il n'y avait absolument pas de décision. Alors après à peu près une dizaine d'années, si j'ai bon souvenir, on a décidé de regrouper une fois encore les personnalités les plus fortes de l'ensemble de ces 10 années-là, pour fêter un petit peu les 10 ans en question. Et on a fait appel alors à ces grands noms hein, de notre histoire musicale, là. Et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé la super fête de la musique, hein, où voilà, on a retrouvé les quelques grandes figures des années antérieures. J'en ai un très grand souvenir, et d'autant plus que ça a été aussi le dernier moment de cette activité à l'Institut. Une fois qu'on a passé ces 10 ans, on s'est dit, bon, ben, on va tourner la page et passer à autre chose. Hein. Mais voilà, ça a été vraiment une belle période, je dirais, dans l'histoire des activités musicales à Saint-Bonnet. Oui. Ce qui est bien, c'est que finalement, il y a eu une absence de ce genre d'activité pendant de longues années, et puis il y a une dizaine d'années qu'a repris justement avec Anne-Catherine Defraigne, qui était jeune élève violoniste à présence musicale, qui a repris le même genre d'activité qui s'appelle maintenant Caberboni, qui est un peu plus large puisqu'il y a aussi du théâtre, du mime, parfois il y a même des cracheurs de feu, mais ça ils font dans la cour, mais ça reste aussi un spectacle de grande qualité. En tant que guitariste, je conserve un moment extraordinaire, parce que la guitare est un instrument un peu ingrat, et parce que c'est vrai que dans ce genre de concert, la fête de la musique, il y a un public pas toujours attentif, parfois un petit peu de bruit, etc. Quand c'est un violon, un piano, un groupe moderne, bon, on écrase tout de suite. Mais la guitare, c'est très difficile. Et j'ai le souvenir de Dominique Jacques jouant Asturias et créant un silence comme ça. C'était vraiment un très, très grand moment. Cette année où on avait chanté un truc. C'était « Il est bel et bon, 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 bon comme mer. Il est bel et bon, 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 bon. » Une chanson de la Renaissance, super connue. « Il est bon, 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 mon mari, il fait le ménage, il donne aux poulailles, et je prends mes plaisirs. » dit la femme qui est censée chanter cette chanson. Il est bon, 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 comme mer.